Bon, eh bien, je vous propose de commencer. C'est bon, Agnès, on peut y aller? Oui, allons-y. D'accord. Bon, eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau webinaire de Géochronique. Je suis Bernard Fourcade, le rédacteur en chef du magazine. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il est consacré à l'océanographie. Il va être animé par Agnès Pointu, qui est à l'écran, qui a, avec sa collègue Michel Darieux, a coordonné le dossier du numéro de Géochronique apparu en mars dernier, le numéro 165 de Géochronique, dont le titre exact était Chronique des océans. Alors, je vais vous présenter rapidement Agnès. Alors, Agnès Pointu est actuellement professeure de géologie et biologie au lycée Louis de Broglie de Marly-le-Roi, département des Yvelines. Elle est titulaire de l'agrégation en sciences géologiques et biologiques et également d'un doctorat en géologie de l'université Pierre et Marie Curie Paris 6. Alors, elle a participé à plusieurs campagnes à la mer en tant qu'officier d'éducation pour la résolution GEOIDES, notamment lors de l'expédition 362 sur la zone sismogène de Sumatra, d'août à octobre 2016, puis notre expédition, l'expédition 374 en mer de Ross, dans l'ouest de l'Antarctique, c'était de janvier à mars 2018. Enfin, elle a de nombreuses publications scientifiques et pédagogiques à son actif. Voilà pour cette brève présentation. Alors, ce webinaire va durer environ 15 minutes. Ensuite, Agnès Pointu répondra à vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions par le chat en bas de l'écran pendant à peu près un quart d'heure. Donc, globalement, on aura fini vers 14, entre 14 heures et 14h15. Et voilà, Agnès, vous avez la parole si vous voulez partager l'écran et mettre. Alors, c'est parti. Partager. Voilà. Très bien, on voit très bien. OK, parfait. Bonjour à tous. Donc, comme, Monsieur Fourcade vous l'a dit, je m'appelle Agnès Pointu. Je suis enseignante en lycée en région parisienne. Et on m'a demandé de coordonner ce numéro, ce que j'ai accepté avec plaisir, puisque par le biais de mes missions IODP, j'ai en fait eu la chance de collaborer avec le monde de la recherche. Et je trouve qu'il est toujours hyper important, dès que l'occasion est possible, de faire un lien entre les enseignants qui sont sur le terrain et les chercheurs. Quand on a pensé à coordonner ce numéro, on a déjà premièrement voulu impliquer pas mal de chercheurs IODP dans ce numéro, justement pour rendre un peu hommage à ce programme qui a la particularité de convier des enseignants à bord des expéditions de façon systématique quasiment depuis une trentaine d'années. Et puis, on a voulu aussi le destiner un peu au public des enseignants, puisque maintenant, tout ce qui est océanographie est apparu dans les programmes avec la réforme du lycée et a pris une place un peu plus importante, notamment par la question climatique. Donc, c'était un peu notre philosophie. Alors, on n'a pas réussi à faire exactement ce qu'on voulait, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Donc, c'est ça. Donc, dans un premier temps, il a fallu qu'on se définisse, comment dire, nos axes de recherche, de quoi on allait parler quand on allait parler d'océanographie. Et donc, on a décidé de se limiter à tout ce qui est au-dessus de la croûte océanique et dans la colonne d'eau. En fait, c'est un peu l'idée des océans. Donc, tout ce qui est structure de la croûte océanique et géologie de la croûte, on a laissé tomber. On s'est dit que ça rentrait pas dans la problématique. Et donc, on a divisé le numéro en plusieurs thématiques, les océans et en fait tout ce qui est au-dessus, plutôt la colonne d'eau. Donc d'océanographie, c'est un terme qui en fait a commencé à être utilisé de façon courante à partir de l'expédition du Challenger en 1876. Il fallait donc un peu commencer à connaître un peu les océans qui couvrent 361 millions de kilomètres carrés, 71% de la surface de la Terre. Ils contiennent 97% de l'eau de la planète et donc ils sont encore en grande partie à découvrir et encore inexplorés. Donc le terme océanographie, ça recoupe beaucoup, beaucoup de disciplines.
Donc évidemment la géologie, mais aussi la microbiologie, la chimie, la biochimie, la météorologie, la climatologie, etc., etc. Il a fallu faire des choix. Et donc l'idée n'est pas du tout d'être exhaustif, mais d'avoir plutôt une vision donnant un petit panel de ce qui peut être du côté transdisciplinaire de la discipline. Et il y aurait encore possibilité de faire beaucoup de numéros sur l'océanographie. Donc, je vous montre aussi le digne héritier du Challenger, c'est donc le Druides Resolution, qui est le bateau de forage du programme IODP. Donc, il y en a d'autres, hein. Il y a des bateaux français, il y a des bateaux, mais lui, c'est quand même le bateau emblématique qu'on retrouve donc, dans tous les ouvrages de lycée. Et donc, qui malheureusement va voir son activité s'arrêter dans quelques mois. Donc, c'est une grande perte pour le monde de l'océanographie. Mais bon, c'est comme ça. Bon, alors, voilà un peu comment on a organisé le numéro. En fait, j'ai pensé donc à trois axes principaux. Premier axe, travailler sur les océans anciens, donc tout ce qui est sédiments, avec les apports de la sismique réflexion, à la fois pour savoir où faire des forages océaniques, mais aussi pour avoir des indications paléoclimatiques. Euh, un article sur les coraux, qui sont des archives climatiques exceptionnelles. Aussi sur l'Arctique, j'ai voulu absolument, quand j'ai pensé à faire ce numéro, à avoir au moins un article concernant un des deux pôles, donc soit l'Arctique, soit l'Antarctique. Euh, donc voilà. Ensuite, côté océan actuel, bah, ça va être donc plus tout ce qui concerne un peu plus la colonne d'eau. Donc avec aussi l'idée que l'océan est vraiment au cœur du changement climatique et que son rôle dans la régulation du climat est encore largement méconnu du grand public. L'article aussi qui montre tout ce qui reste à cartographier à haute résolution sur les océans et un article sur les coraux d'eau froide que personnellement je ne connaissais pas, qui sont des écosystèmes qui sont encore méconnus et pourtant déjà mis en danger par l'homme. Euh, Aussi une petite partie sur les océans du futur. Alors, je voulais aussi parler des courants océaniques. Euh, donc, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour nous parler du Gulf Stream, donc avec toujours l'idée de bah, qu'est-ce que va devenir le Gulf Stream dans le futur, et puis aussi sur donc les impacts anthropiques, notamment sur les coraux d'eau froide, mais c'est pareil, on pourrait encore largement développer en parlant de tous les changements dans les courants océaniques qu'il y aura. Voilà, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, si je prends dans l'idée de tout ce qui est donc sur la côte océanique, donc tout ce qui est paléo-océanographie, on a le premier article de Marie-Angela Bassetti et Serge Bernet qui montre que les sédiments, ce sont des archives qui renseignent sur les conditions hydrodynamiques et climatiques qui régnaient dans la zone source et dans le bassin sédimentaire. C'est vraiment un enregistrement climatique, paléoclimatique exceptionnel, avec toujours une double dualité. En fait, on a des zones où il y a des forts taux de sédimentation qui donnent une très bonne résolution temporelle, mais en général, une subsidant, enfin, comment dire, un espace accordé aux sédiments relativement peu important. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir beaucoup de place pour accumuler des sédiments, mais un faible taux de sédimentation. Donc le golfe du Lion est un exemple, et l'exemple qui est pris cet article, qui lui a le double avantage d'avoir à la fois un fort apport sédimentaire, mais aussi un taux de subsidence élevé, qui permet d'avoir un enregistrement très complet. Et donc, pour déterminer les endroits où on peut faire des forages océaniques, on a l'habitude de procéder à des relevés sismiques de très haute précision. Et on arrive à avoir des tas de choses sur ces profils sismiques, notamment les variations du niveau de la mer lors des cycles glaciaires interglaciaires,
pour le cas de cet exemple. Alors, comment je fais pour passer la diapo d'après? Ah oui, moi je suis passée trop vite. Donc l'autre article sur les sédiments, c'était un article qui va s'axer un peu plus sur l'enregistrement des mouvements verticaux des fonds marins. Donc, quand la lithosphère s'amincit, on a formation de marche passive et c'est toujours des processus complexes qui sont encore discutés. Notamment, il y a une grande diversité de morphologie des marches passives. Et donc, la connaissance précise de ces remplissages sédimentaires permet d'avoir déjà un aspect sur la rhéologie de la lithosphère. En fait, on se rend compte que les zones vont plus ou moins subsider suivant la nature de la croûte qui est en dessous. Et puis, l'autre chose, c'est que les marches passives, ce n'est pas que des phénomènes de subsidence, c'est aussi des moments de soulèvement qui peuvent être liés à un changement dans la cinématique, à des réajustements isostatiques, à des événements magmatiques, et que ces soulèvements, du coup, vont pouvoir entraîner des modifications sur les circulations océaniques et avoir des forts impacts sur donc, les courants, mais aussi sur éventuellement la biologie. Donc, dans l'article, et on parle du peuplement de Madagascar, par exemple, qui est un exemple, qui est l'exemple traité dans l'article. Donc voilà. Ensuite, décidément, j'arrive pas à passer ma diapo d'après. Alors, bon, non. Donc, dernier article sur, sur tout ce qui est enregistrement sédimentaire, l'article sur les coraux. Donc, les coraux d'eau chaude, du coup, ceux-là, ont une localisation privilégiée puisqu'ils sont vraiment à l'interface entre l'océan et l'atmosphère. Ils ont des exigences écologiques très strictes, ils vivent dans des niches écologiques très particulières. Ils sont inféodés à la ceinture tropicale, ils vivent en faible profondeur, dans une eau à salinité normale et avec des températures entre 23 et 33 degrés. Il y a différentes méthodes, carbone 14, uranium, thorium, etc., et des tables techniques géochimiques qui permettent de les dater de façon très précise. Et donc, du coup, ce sont des très bons marqueurs du niveau de la mer, notamment au cours du Quaternaire. Et donc, en fait, quand on veut faire tourner des modèles climatiques, on a toujours besoin d'avoir des données géologiques fiables et notamment pour valider les modèles. Donc, un modèle climatique, ça se valide en le faisant tourner dans le passé, en voyant s'il donne des choses qui sont cohérentes avec ce qu'on observe dans les enregistrements sédimentaires. Et donc, pour ça, les coraux donnent des informations très, très précises. Donc, il y a 3 périodes qui ont été un peu détaillées dans l'article. La dernière déglaciation, où il y a eu une remontée du niveau marin estimée entre 120 à 140 mètres liée à la calotte à la fonte des calottes polaires. L'autre période, c'est l'Holocène moyen supérieur, donc les derniers 6000 ans, où là, on peut étudier la réponse hydrostatique de la croûte terrestre à la redistribution des masses d'eau liées à la dernière déglaciation. Et ensuite, le dernier niveau interglaciaire, quand on était environ 6 mètres au-dessus du niveau marin actuel. Donc, voilà, très bons indicateurs du niveau marin, évidemment, qui doivent être interprétés au regard de la tectonique, sinon on passe à côté d'informations. Donc l'article, alors maintenant, donc, on va passer à la partie vraiment plus colonne d'eau. Donc les océans, c'est 71% de la surface du globe. Donc j'ai choisi pour illustrer l'article de Sabrina Spich de prendre la 4e de couverture, qui n'est pas à proprement parler, enfin qui n'est pas dans son article, mais c'est une projection selon le système Spillhouse, qui je trouve est particulièrement pédagogique, puisqu'on voit en fait l'immensité de l'océan et qu'on appréhende bien à quel point son rôle va être central dans la régulation du climat, notamment par le biais des particularités physico-chimiques de l'eau. Qui vont permettre d'absorber le rayonnement électromagnétique, de redistribuer la chaleur vers les pôles, vers la profondeur,
qui vont évidemment déterminer le cycle de l'eau, le cycle du CO2. Donc, les dernières recherches ont montré que... Décidément, il n'y arrive pas bien. Voilà. Les dernières recherches ont montré que l'océan avait un rôle amortisseur phénoménal sur le réchauffement climatique actuel, mais ça se traduit donc par une augmentation de la température de l'océan, mais cette augmentation de la température ne va pas être sans conséquence à long terme. Notamment, ça va accélérer la fonte de la banquise et des calottes glaciaires en chauffant par le dessous, en quelque sorte. Les cycles hydrologiques vont s'intensifier et vont être modifiés avec, on prédit plus de tempêtes, de cyclones, etc. Et on commence à avoir des événements extrêmes qui s'intensifient, notamment les vagues de chaleur marine. Et quand on pense à toute l'économie qu'il y a derrière tout ce qui est ressources océaniques, on comprend à quel point ça peut être intéressant d'étudier le rôle de l'océan dans le climat et dans la régulation du climat. Donc sur l'image là de projection, tous les petits points représentent les zones de forage du Geoides Resolution qui montrent qu'il a quand même pas mal bourlingué, mais qu'il y a encore des endroits qui auraient eu besoin d'être d'être forés. Alors, donc comme je vous disais, on avait voulu aussi vraiment faire intervenir un des deux pôles, l'Arctique ou l'Antarctique. Donc j'avais travaillé sur l'Antarctique pendant mon expédition, mais du coup, on a trouvé un auteur, enfin deux auteurs, Frédéric Hainaut et Sabine Lamoureux, pour travailler sur l'Arctique. Et donc l'Arctique, c'est en fait un bassin océanique qui est très particulier, qui est un peu l'opposé au point de vue philosophique de l'Antarctique, puisque là, c'est un relativement petit bassin océanique entouré par des masses continentales. Et il a des caractéristiques vraiment uniques. Donc, de par sa position, sa géomorphologie, il a en fait beaucoup de marges continentales et relativement peu de plaine abyssale. Il a aussi un schéma de circulation des eaux atypique. Donc, c'est un océan qui est quand même difficile d'accès, jusqu'en tout cas récemment, puisqu'il est évidemment couvert par les glaces une grande partie du temps. Et donc, on commence juste à avoir quelques informations sur son fonctionnement, qu'on le voit déjà complètement se modifier sous l'effet du réchauffement climatique. Donc, l'Arctique, c'est une des zones qui, pour l'instant, se réchauffe le plus vite et qui est amenée à continuer de se réchauffer le plus vite. Donc, c'est ce que les chercheurs appellent l'amplification arctique. C'est un phénomène qui est encore relativement peu connu. Tous les paramètres ne sont pas clairement identifiés, mais on sait que le fonctionnement de cette zone-là va changer fondamentalement dans les années à venir. Donc, la difficulté de travailler en zone polaire aussi, c'est la quantité de microfossiles qui va être plus réduite et enfin, je veux dire, il y a moins d'espèces et il y a surtout des microfossiles qui sont à test siliceux et qui sont relativement peu diversifiés. Donc, c'est une des difficultés de travailler dans les zones polaires. En plus de ça, les taux de sédimentation sont peu importants. Mais c'est quand même important de travailler là-dessus pour essayer de reconstituer l'étendue de la banquise, notamment pendant toujours le quaternaire, essayer de comprendre comment ça a évolué, comment ça a réagi, et aussi de faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Antarctique. Donc, il y avait une expédition Écorde qui était prévue en 2023 et qui malheureusement est encore reportée pour avoir des informations sur l'Arctique, puisqu'on manque encore pas mal d'informations sédimentologiques sur cette zone-là. Alors ensuite, le côté un peu technique du dossier, c'est-à-dire comment cartographier l'océan. Quelles étaient les premières techniques? Donc l'article d'Arnaud Gaillot nous fait un petit voyage dans le temps sur les toutes premières techniques jusqu'aux dernières techniques. Donc du sondage à la perche, le plomb de sonde, les débuts de l'acoustique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'avènement des sondeurs multifaisceaux,
Et maintenant, la bathymétrie depuis le ciel et l'espace, avec les satellites qui permettent d'avoir une vision notamment de la topographie marine, de certains gros reliefs, et pour les côtes, un système qui s'appelle le LIDAR. Donc, qui permet d'avoir une bonne résolution, mais que dans des zones relativement peu profondes. Donc, en fait, quand on voit ces cartes, on a l'impression qu'elles sont très détaillées. Donc, là, la fameuse carte de 77 de Marie Tarp. Mais en fait, la résolution spatiale est très faible. Et donc, il y a des projets mondiaux qui se montent pour essayer d'avoir une cartographie, de compiler toutes les données pour avoir des données plus précises. Euh, voilà, pour essayer de couvrir. Donc, l'objectif, si je me souviens bien, c'est 2030, avoir cartographié 100% de la surface de façon, euh, de façon précise. C'est un peu ambitieux, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, un article très intéressant de Julie Tourol, côté un peu plus biologie, sur des écosystèmes particuliers. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas ces coraux de grande profondeur qui vivent dans des eaux froides jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc, là, contrairement aux coraux présentés dans l'article de Gilbert Camoin, ces coraux-là ne sont pas comment, ne vivent pas en, en symbiose, je vais y arriver, en symbiose avec des algues, mais ils se nourrissent des particules en suspension. Donc, ce sont des écosystèmes qui sont encore relativement connus, peu connus, puisqu'effectivement, ils sont évidemment difficiles d'accès et ils commencent déjà à être impactés de façon importante par tout ce qui est activité humaine, notamment le chalutage. Donc, le chalutage, qui sont des techniques de pêche qui consistent à directement aller racler les fonds. Donc, ça a un impact direct. Bon, soit ça racle directement les coraux, mais ça remet aussi en suspension énormément de sédiments qui, du coup, détruisent les coraux. Les pollutions plastiques, notamment les pollutions microplastiques, qui sont vraiment des phénomènes qui vont être très, très importants dans les prochaines années et qui font mourir les coraux, qui les confondent avec de la nourriture et qui les éjectent au bout d'un certain, de façon répétée et au bout d'un certain temps finissent par en mourir. Et puis, les problèmes liés au réchauffement climatique, c'est-à-dire le réchauffement des eaux et l'acidification des eaux. Donc, l'acidification des eaux, le CO2 émis en quantité très importante dans l'atmosphère se dissout très bien dans les océans. Donc, ça permet de limiter les effets des émissions de CO2, mais les eaux s'acidifient et ça va avoir beaucoup de conséquences sur pas mal de vies marines. Et notamment, on se pose des questions sur ces coraux-là. Donc, dans l'article, sont présentés aussi deux systèmes qui vont permettre d'étudier ces coraux. Donc, il va y avoir un petit observatoire qui va être déposé directement dans le canyon de l'Ampôle pour aller monitorer l'évolution de ces coraux sur plusieurs années. Et il y a des systèmes d'aquariums qui ont été mis en place, et notamment des aquariums à pression atmosphérique et à haute pression. Donc, ils vont permettre de regarder comment ces coraux peuvent évoluer au cours du temps, sachant qu'ils ont une croissance très, très lente. Donc, voilà. Donc, un autre article sur le Gulf Stream, donc de Julie Day, donc un article relativement court mais très informatif qui nous explique que le Gulf Stream, c'est un courant chaud venu du sud. Il est connu depuis le XVIe siècle, mais contrairement à l'idée qu'on s'en fait, ce n'est pas un courant unique, mais ce sont plutôt une multitude de petits courants. Et donc, il y a plein d'idées fausses qui traînent sur le Gulf Stream, notamment le fait que le Gulf Stream est responsable des 12 hivers bretons. En fait, c'est pas vrai. C'est plutôt le climat, comment dire, les chaînes enfin, le sens
des vents qui sont dans l'Amérique du Nord qui induisent que le fait que le climat soit beaucoup plus froid. Euh, et l'origine de ce courant, c'est la rotation de la Terre. Donc, c'est pas du tout. Donc, qui permet de redistribuer de l'énergie de l'équateur vers les pôles, mais comme c'est lié à la rotation de la Terre, il n'est pas prêt de s'arrêter aux dernières nouvelles. Mais cependant, il fait partie d'un courant beaucoup plus important qu'on appelle le courant mondial, que les chercheurs appellent le MOOC. Et ces fluctuations de la MOOC vont pouvoir peut-être être à l'origine, enfin, peuvent expliquer l'existence de certaines fluctuations glaciaires, interglaciaires. Donc, le fait que les gaz à effet de serre augmentent, on craint un affaiblissement de cette MOOC, avec notamment tout un tas euh, de conséquences, la hausse du niveau de la mer le long de la côte est américaine, des sécheresses, des tempêtes, etc. etc. Donc, des modifications des courants océaniques de grande ampleur. Donc, ben voilà, j'ai fait le petit panorama que je voulais faire. Et donc, la photo de couverture étant une photo qui a été prise par un chercheur dans la mer de Ross, donc pendant l'expédition 374 sur le JOIDES Resolution. Voilà, je vous remercie. Bien, ben merci beaucoup Agnès, c'était très, très clair, un beau résumé du dossier. J'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de s'en procurer d'autres. Dont il est disponible sur le site de l'AGF encore, ou bien en version papier ou en version électronique encore. Donc vous allez sur le site si vous êtes intéressé. Y a-t-il des questions? Alors comment on fait? Ben, je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions orales éventuellement? Vous levez la main si vous voulez poser une question. Moi, j'ai une question là, préalable. La Joides résolution, vous avez dit là qu'elle partait, qu'elle allait ne plus servir. Elle part à quoi? Elle part à la retraite. Le bateau est trop vieux ou qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne suis pas dans des histoires de crédit, donc je ne suis pas je n'ai pas tout suivi, mais effectivement, le bateau commence à être vieux, je crois qu'il a commencé en 74, Hmm. et donc il aurait fallu racheter un nouveau bateau, et donc ça coûte cher. Et bon, dans le détail, il y a eu c'est des histoires de sous. Voilà. Des histoires dessous. Et au Des niveau histoires de de, sous. Il aurait fallu reprendre un nouveau bateau, mais au niveau de à la la fois France, c'est cher et à la fois c'est pas cher, parce que finalement c'est pas cher, mais il faut quand même sortir l'argent, quoi. c'est Donc vrai que s'arrêter, le problème c'est que bah, pour combien de temps, on ne sait pas, quoi. parce que la carte qui était là en troisième de couverture avec tous les spots là où il a été, c'est vraiment impressionnant, hein. Ah oui, 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 C'est bah, il est incroyable, en hein. expédition enfin, à part quelques périodes de maintenance, depuis les années 70, il fait des missions de 2 mois. C'est aussi l'avantage qu'il avait, ce bateau, par rapport au bateau français, c'est que il fait des expéditions très longues. Et donc, du coup, ça Mhm, permet d'aller très loin, de forer très mhm, profondément, de remonter des carottes hyper profondes. Donc, c'est mhm, vraiment des enregistrements ultra, ultra précieux. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce programme aussi, c'était le côté de multi-pays, quoi. Quand je suis partie, on était avec des Américains, il y avait des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Brésiliens, des Européens. Et ouais, c'est un peu l'image d'Épinal du monde scientifique qui travaille ensemble. C'était vraiment, vraiment un beau programme. Et quelque chose que j'ai découvert donc chez les Américains, qui je trouve existent relativement peu en France, de mon expérience en tout cas, c'est le plaisir qu'avaient les chercheurs de parler avec les élèves, avec les étudiants, puisqu'on faisait beaucoup de communication avec les ouais, ouais, classes, et ils étaient ouais, toujours ouais. ravis de parler de leur travail. Et donc, c'est hyper important, je pense, pour les jeunes élèves. Ils ont pas d'idée, en fait, de ce que c'est que la recherche.
plus trop de la géologie, parce que maintenant, il n'y en a vraiment plus beaucoup dans les nouveaux programmes. Et donc, c'est intéressant de voir bah, les gens parler de ce qu'ils font avec passion, quoi. Surtout que là, vous l'avez bien montré, il y a quand même l'importance de votre spécialité sur le climat actuel avec tout le réchauffement climatique. C'est une importance majeure. Donc, il faut qu'on ait Ouais. vraiment des jeunes qui aillent vers cette spécialité et qui étudient ça, hein. Ça me paraît, moi, fondamental. Après, le problème qu'on a, c'est que tout le monde parle beaucoup, 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 beaucoup du climat dans toutes les matières, sans Oui, jamais. En fait, c'est que en terminale, enseignement scientifique, qu'on donne les clés de comment on étudie les climats du passé, etc. Et les élèves en ont marre. Ils entendent parler du climat, ça les angoisse, ça les. Et alors que, en fait, comment tu veux dire, le côté apport scientifique, c'est lui qui devrait arriver en premier, à mon avis. Et donc, bon, voilà. oui, c'est un peu anxiogène. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et toujours de façon assez terrible, hein, en disant que notre vie va être impactée. Et puis, voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres Moi, je vois une questions. question, mais alors, je ne suis pas sûre de savoir répondre. Est-ce que les tests des coraux d'eau froide sont également faits de calcaire? Il me semble que Ah, oui. Il faut que je révise parce que je ne suis pas spécialiste et ça, les articles touchaient des domaines que je connaissais relativement pas. Il me semble que oui, hein. C'est est-ce qu'ils ceux sont, de. Ouais. est-ce qu'ils sont au-dessus de la zone de compensation des carbonates à ce moment-là? Oui, vers 1300 mètres, ils sont. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, il me semble. C'est ceux qui sont dans les zones polaires où apparemment il y en a relativement peu avec des squelettes carbonatés et qui sont relativement mal préservés. Donc c'est ça qui est une difficulté pour les chercheurs et puis Mhm. relativement peu d'espèces. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier encore une fois Agnès pour ce webinaire, également Michel Darieux, là, toutes les deux pour avoir coordonné ce beau numéro, ce beau dossier. Notre prochain webinaire, la date n'est pas encore fixée, ce sera bon en début d'année prochaine. Ce sera consacré au projet Vigiciel, qui est dirigé par Wajid Zanda du Muséum et qui a fait l'objet d'un dossier aussi d'un géochronique. Donc voilà, rendez-vous au prochain webinaire. Encore une fois, ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez le revoir sur le site si vous n'avez pas pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et au revoir. Et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.